Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rencontre avec l'histoire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer un monument de la littérature française qui a aussi marqué la politique de son époque, Victor Hugo. Plus qu'un écrivain, il a été un homme engagé pour la liberté, la justice sociale et les réformes politiques. Monsieur Hugo, merci de nous rejoindre. Merci à vous, Céleste. Ce sera un plaisir de revisiter cette époque où la plume servait autant les idées que la littérature. On vous connaît surtout pour vos œuvres littéraires, mais vous avez aussi eu un rôle politique important. Pourquoi cet engagement? Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer sur la scène politique? Vous savez, on ne peut pas vivre au milieu des inégalités et des injustices sans être touché. J'étais témoin des souffrances, des misères de mon temps. La littérature m'a permis de les dénoncer, mais je sentais que l'écriture ne suffisait pas toujours. Il fallait agir, changer les lois, réformer la société. Et c'est ce qui m'a conduit à m'impliquer davantage, surtout lors de la Deuxième République. Vous parlez de réformes et de changements sociaux, mais certains critiques disent que votre entrée en politique était une manière d'asseoir encore plus votre notoriété. Que répondez-vous à ceux qui prétendent que c'était avant tout une stratégie personnelle? Ah, les critiques. Ils existent dans tous les domaines. Mon engagement n'a jamais été motivé par la recherche de notoriété. Si j'avais voulu rester dans la lumière facile de la gloire littéraire, je me serais contenté d'écrire. La politique, c'est autre chose. C'est plonger dans le tumulte, affronter l'opposition, défendre ses convictions. Croyez-moi, ce n'est pas la voie la plus simple ni la plus gratifiante pour un écrivain. En 1848, vous êtes élu député. C'était une époque de grande effervescence politique. Comment avez-vous vécu cette période? 1848 a été une année décisive. L'Europe était en révolution et la France, après avoir connu la monarchie de Juillet, basculait vers la République. J'ai ressenti une immense responsabilité en entrant à l'Assemblée. Je voulais défendre des idées fortes, la liberté de la presse, l'instruction publique et surtout la lutte contre la misère. Mais vous savez, Céleste, la politique est un jeu complexe. Il faut savoir naviguer entre les idéaux et les compromis. Cela ne m'a pas toujours plu, mais il fallait se battre. Vous avez parlé de la lutte contre la misère. C'était un sujet central pour vous, notamment avec votre célèbre discours en 1849. Pouvez-vous nous parler de ce moment? Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. La misère est une plaie que la société ne peut ignorer. J'ai prononcé ce discours pour rappeler aux députés qu'il ne s'agissait pas simplement d'administrer des lois. Il s'agissait de sauver des vies. Mon discours disait, en substance, « Nous ne pouvons pas supprimer toute la souffrance dans ce monde, mais nous pouvons détruire la misère. » C'est cette conviction qui m'a animé durant toute ma carrière politique. Avant de continuer, j'aimerais qu'on parle un peu de la période de la monarchie de Juillet. C'est un contexte historique important dans votre carrière politique. Comment définiriez-vous ce régime et quel a été votre rôle durant cette période? La monarchie de Juillet, c'est le règne de Louis-Philippe Ier de 1830 à 1848. Elle fait suite à la Révolution de juillet 1830, qui a mis fin au règne de Charles X, le dernier Bourbon. C'est une monarchie constitutionnelle qui, en apparence, devait équilibrer les pouvoirs entre le roi et le peuple, mais en réalité, elle a rapidement montré ses limites. Le régime favorisait la bourgeoisie et ignorait les revendications des classes populaires. C'était un système instable où les révoltes n'étaient jamais loin. Mais vous avez soutenu cette monarchie au départ, n'est-ce pas? Certains diront que vous avez d'abord été du côté du pouvoir avant de vous opposer à lui. Oui, je l'ai soutenu au début. Comme beaucoup, j'espérais que la monarchie de Juillet offrirait un équilibre entre liberté et stabilité, qu'elle pourrait réconcilier la France avec elle-même après les troubles révolutionnaires et napoléoniens. J'ai même été nommé pair de France par Louis-Philippe, mais rapidement, j'ai vu que cette monarchie restait sourde aux besoins du peuple. En 1848, lorsque la Révolution éclate, je me suis rangé du côté de la République. Il ne s'agissait plus de compromis, il fallait un changement radical. Et c'est à ce moment-là que vous vous engagez pour la Deuxième République, un tournant décisif dans votre vie. Exactement. La monarchie de Juillet avait échoué.
Le peuple demandait plus de liberté, plus de justice sociale, et la République semblait le seul chemin viable pour l'avenir de la France. Mon rôle en tant que député a commencé là, avec l'espoir de faire de la République un régime juste et humaniste. La liberté de la presse a aussi été l'un de vos combats. À une époque où la censure pesait lourdement sur la presse, comment avez-vous réussi à faire entendre votre voix? La liberté de la presse, Céleste, est le fondement même de la démocratie. Sans elle, les idées ne circulent pas. Le pouvoir ne peut être contesté. Je me suis battu contre la censure, car elle étouffe la vérité et maintient les citoyens dans l'ignorance. À chaque fois qu'on m'a dit que certains écrits devaient être contrôlés, je n'ai vu là qu'une tentative de maintenir l'ordre établi. En 1848, avec la République, il semblait enfin possible de défendre cette liberté. Mais les tentations autoritaires sont toujours là, même dans une démocratie naissante. Certains disaient à l'époque que la presse, trop libre, devenait dangereuse. On accusait les journaux d'inciter à la violence, à la révolte. Comment répondez-vous à cela? Il est facile de dire que la presse incite à la révolte, surtout lorsque les journaux dénoncent les injustices sociales. Mais ce n'est pas la presse qui crée ces révoltes. Elle ne fait que refléter une réalité déjà intolérable pour les citoyens. C'est une arme nécessaire pour garantir la transparence, un contre-pouvoir essentiel. La révolte, si elle existe, vient de l'injustice, pas de l'information. Un autre de vos combats, et probablement l'un des plus controversés, a été votre opposition à la peine de mort. En 1848, vous avez prononcé un discours resté célèbre pour son rejet de cette pratique. Pourquoi cet engagement si fort sur ce sujet? Parce que la peine de mort est, pour moi, la plus grande des injustices. En quoi un État qui se veut juste et civilisé peut-il se permettre de tuer un homme, quel qu'il soit? La justice ne doit jamais devenir vengeance. Mon opposition est née de l'idée que la vie est sacrée, qu'aucun homme, qu'aucun tribunal n'a le droit de la retirer. En 1829, j'avais déjà écrit Le dernier jour d'un condamné, qui dénonçait cette barbarie. Mon combat n'a pas cessé, et il n'a jamais cessé d'être une cause qui me révoltait profondément. Pourtant, beaucoup de vos contemporains estimaient que la peine de mort était nécessaire pour maintenir l'ordre. Que répondez-vous à ceux qui disaient qu'elle était un mal nécessaire? Maintenir l'ordre, dites-vous? L'ordre qui repose sur le sang des condamnés n'est pas l'ordre, c'est la tyrannie. L'idée que tuer pour montrer que tuer est mal est une absurdité, un paradoxe que je ne cesserai de dénoncer. Ce n'est pas en perpétuant la violence que l'on met fin à la violence. La société doit être un exemple de clémence, non de cruauté. Votre position a toujours été claire, et vos écrits comme Le dernier jour d'un condamné ont été des manifestes contre cette pratique. Mais malgré tout, la peine de mort est restée en place en France pendant des décennies après vos discours. Est-ce que cela vous a découragé? Pas un instant. Les grandes réformes sociales prennent du temps. Elles rencontrent des résistances, mais cela ne signifie pas qu'il faut abandonner. Mon rôle, en tant qu'écrivain et homme politique, était de planter des graines. Ce que nous faisons aujourd'hui, Céleste, n'est pas seulement pour nous, c'est pour les générations futures. Ce combat pour l'abolition a pris du temps, mais il a fini par aboutir, bien après ma mort, et cela me suffit. Vous avez mentionné l'exil, mais je voudrais que l'on approfondisse les raisons derrière votre départ forcé de France. Pourquoi vous êtes-vous opposé si fermement à Napoléon III, et qu'est-ce qui vous a conduit à quitter votre pays? Mon opposition à Napoléon III s'enracine dans mon profond engagement pour la République et la démocratie. En 1848, la France vivait un moment de grande espérance. La Deuxième République venait de naître, et avec elle, la promesse de liberté, d'égalité et de fraternité. J'ai soutenu la République avec ferveur, croyant qu'elle pouvait apporter des réformes sociales justes et durables. Et Napoléon III a d'abord été élu président de la République, ce qui semble en ligne avec vos idéaux de l'époque. Qu'est-ce qui a changé? En effet, Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président en 1848, et beaucoup, y compris moi, espéraient qu'il serait le défenseur des valeurs républicaines. Mais rapidement, il a révélé ses véritables ambitions.
En 1851, confronté à la fin de son mandat présidentiel et à l'impossibilité constitutionnelle de le renouveler, il a orchestré un coup d'État, dissolvant l'Assemblée nationale et se déclarant empereur sous le nom de Napoléon III. C'était une trahison des idéaux républicains, une insulte à la démocratie. Mais certains diront qu'il a restauré l'ordre dans un pays déstabilisé et qu'il a modernisé la France. Pourquoi avoir choisi l'exil plutôt que de rester et de vous opposer sur place? Napoléon III a peut-être rétabli un semblant d'ordre, mais à quel prix? Celui de la liberté. Il a instauré un régime autoritaire, censurant la presse, réprimant les opposants politiques et étouffant toute forme de dissidence. Il n'y avait plus d'espace pour la voix des républicains. Resté en France, j'aurais été réduit au silence, ou pire encore, j'aurais été arrêté. J'ai choisi l'exil parce que je refusais de plier devant la tyrannie. L'exil m'a donné la liberté d'écrire, de dénoncer cet empire illégitime et de continuer à me battre pour les droits du peuple, même à distance. Donc, l'exil était à la fois un acte de résistance et une forme de protection pour continuer votre combat. Exactement. Loin de Paris, à Jersey puis à Guernesey, j'ai pu observer la France avec le recul nécessaire. J'ai écrit Les Châtiments, une série de poèmes qui dénoncent Napoléon III et son régime despotique. Mais surtout, j'ai utilisé cet exil pour rappeler aux Français et au monde que l'esprit de la République ne mourrait pas. L'exil céleste n'était pas une fuite, c'était un engagement. Je n'ai jamais cessé de me battre pour la liberté, même en dehors des frontières de mon pays. Vous avez mentionné que l'exil a été une période de création pour vous. Comment cet éloignement physique de la France a-t-il influencé votre écriture, notamment avec des œuvres comme Les Misérables? En étant éloigné de la France, j'ai vu mon pays d'une autre manière. L'exil m'a permis de comprendre les souffrances du peuple avec une nouvelle clarté. Les Misérables, que j'ai terminé pendant cet exil, est un hommage aux opprimés, aux pauvres, aux laissés pour compte de la société. C'est une œuvre profondément républicaine, un appel à la justice sociale, une dénonciation des inégalités que je voyais croître sous le régime impérial. L'exil m'a offert la solitude nécessaire pour écrire, mais aussi la distance critique pour mieux comprendre et dénoncer les injustices. Vous avez passé près de 19 ans en exil, jusqu'à la chute de Napoléon III en 1870. Quel sentiment vous a envahi lorsque vous avez enfin pu revenir en France? Revenir en France après la chute de Napoléon III a été un moment de grande émotion. Le peuple français, fatigué par la guerre et l'autoritarisme, a finalement rejeté l'Empire. Lorsque j'ai mis le pied sur le sol français, j'ai été accueilli par des milliers de citoyens comme un symbole de résistance et de liberté. Mais plus que tout, je ressentais une profonde satisfaction de voir que la République, que nous avions tant défendue, renaissait de ses cendres. Cependant, je savais que le combat n'était pas terminé. La République avait encore besoin de se solidifier et d'être défendue. Votre parcours en politique est celui d'un résistant, un écrivain qui a utilisé sa plume non seulement pour raconter des histoires, mais pour dénoncer, pour engager le peuple. Avec l'exil et votre opposition à Napoléon III, vous avez montré qu'il est possible de lutter même à distance. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes générations qui, aujourd'hui, veulent défendre des causes de justice sociale ou politique? Je leur dirai ceci. Ne cessez jamais de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Les régimes oppressifs, les injustices sociales, tous ces maux que nous devons affronter sont souvent plus puissants que nous. Mais l'histoire montre que la détermination, la vérité et la justice finissent par triompher. Utilisez votre voix, votre art, vos idées pour défendre ce qui est juste. Et si vous devez un jour quitter votre terre, faites-le, mais continuez à porter haut vos idéaux, où que vous soyez. Merci, Monsieur Hugo, pour ces paroles inspirantes. Vous avez été un écrivain, un homme politique, mais surtout un résistant, et cet héritage reste plus que jamais d'actualité.